Un vent glacial balaye les sommets de la vallée de la Maurienne, soulevant des tourbillons de poudreuse qui dansent comme des spectres sur les pentes immaculées. Nous sommes le 12 février 2023, dans le hameau abandonné des Rochers Gris, un lieu où le temps semble s'être arrêté, figé par le froid et l'isolement. C'est ici que Chloé, une jeune femme de 30 ans, emmitouflée dans une parka épaisse, lutte contre une porte en bois vermoulu. D'un dernier coup d'épaule, elle parvient à la forcer. L'intérieur du chalet est une crypte obscure et silencieuse. Le faisceau de sa lampe torche découpe des formes fantomatiques dans la pénombre. Des meubles recouverts d'une épaisse couche de poussière, une vaisselle ébréchée abandonnée sur une table, comme si ses occupants s'étaient volatilisés en plein repas. L'air est lourd, chargé d'une odeur de bois humide et d'oubli, et seul le grincement sinistre de la charpente, gémissant sous la pression du vent, trouble le silence pesant. Chloé avance avec précaution, chaque pas faisant craquer le plancher usé sous ses pieds. Son attention est attirée par une vieille malle en bois, nichée dans un coin sombre de la pièce unique. Elle s'accroupit, soulève le lourd couvercle qui grince lugubrement. À l'intérieur, des vêtements d'enfant, jaunis par les décennies, dégagent une odeur âcre. En fouillant sous les petites robes et les chemises passées de mode, ses doigts heurtent un objet froid et métallique, une boîte en fer blanc, rouillée par endroits. Avec une curiosité mêlée d'appréhension, elle l'ouvre. Elle y découvre une pile de photographies sépia, rigides comme du carton. La première est un portrait de famille, posant fièrement devant ce même chalet. Mais ce ne sont pas les vêtements d'époque ni la posture sévère qui la frappent. Ce sont leurs visages. Presque tous les membres de cette famille, des aînés jusqu'aux plus jeunes enfants, partagent les mêmes traits étrangement similaires, et surtout, le même regard. Un strabisme prononcé, presque identique d'une personne à l'autre. Voix off de Chloé, on dit que chaque vallée des Alpes garde ses secrets. Mais certains secrets ne devraient jamais être déterrés. En cherchant l'histoire de ma propre famille, je suis tombé sur la leur. L'histoire de la famille Garnier, une histoire que la montagne a tenté d'ensevelir sous la neige et le silence. Chloé continue de parcourir les clichés, son malaise grandissant à chaque image. L'une d'elles, plus troublante encore, la glace sur place. Elle montre un homme et une femme, dont la ressemblance est si frappante qu'ils pourraient être frères et sœurs, tenant dans leurs bras un nouveau-né. Le bébé, emmailloté dans des langes blancs, fixe l'objectif avec des yeux anormalement clairs, laiteux, comme s'il était né aveugle. Le regard vide de l'enfant semble contenir toute la solitude et la désolation de ce lieu maudit, un avertissement silencieux venu d'un passé que tout le monde avait préféré oublier. Le retour à la civilisation est un choc thermique et culturel. En quittant les Rochers Gris, Chloé a l'impression de descendre à travers les strates du temps. Le silence oppressant du hameau maudit laisse place au bruit feutré de la vie dans le chef-lieu du canton, un village niché au creux de la vallée, dont les lumières timides percent à peine le crépuscule hivernal. Serrant la boîte en fer blanc contre elle comme une relique fragile, elle marche d'un pas décidé vers la mairie, un bâtiment austère en pierre de taille qui semble veiller sur ses administrés depuis plus d'un siècle. Le choc initial, la peur ressentie dans le chalet, s'est mué en une détermination froide, une soif de vérité presque obsessionnelle. Ces visages figés sur le papier sépia ne sont plus de simples curiosités. Ils sont devenus une énigme qu'elle doit résoudre, un puzzle dont les pièces sont éparpillées dans les archives poussiéreuses de l'administration française, gardienne silencieuse de tous les secrets de famille. Les archives municipales sont un sanctuaire de papier et de silence. L'employée, une femme d'âge mûr au regard las, lui donne accès au registre d'état civil après une brève explication sur ses recherches généalogiques, un prétexte plausible. Assise à une grande table en chêne, sous la lumière blafarde d'un néon, Chloé ouvre le premier volume relié de cuir. L'odeur du vieux papier, de l'encre et de la poussière accumulée emplit ses narines. Page après page, elle suit la lignée des Garnier. Naissance, décès, et surtout, mariage. Le malaise s'installe, puis la certitude. Le nom « Garnier » apparaît inlassablement dans les deux colonnes, celle de l'époux et celle de l'épouse. Joseph Garnier épousant sa cousine germaine, Marie Garnier. Leur fils, Pierre Garnier, s'unissant à son tour à une autre cousine, Anne Garnier. La consanguinité n'est plus une hypothèse, c'est un système, une règle gravée à l'encre fanée sur des dizaines d'actes officiels, une toile d'araignée généalogique qui se resserre sur elle-même, génération après génération. Pour comprendre cette tragédie, il faut se replonger dans ce qu'on appelait la France profonde. Une France des vallées enclavées où l'État et ses lois semblaient lointains, presque abstraits. Jusqu'au milieu du XXe siècle, des communautés entières vivaient en quasi-autarcie, rythmées par les saisons et les traditions. L'exode rural, qui a saigné les campagnes françaises, n'a fait qu'accentuer cet isolement pour ceux qui sont restés, les derniers des Mohicans de la montagne. Dans ces microcosmes, la méfiance envers l'étranger, celui qui venait d'en bas, était une seconde nature. Le mariage à l'intérieur du cercle familial ou du hameau voisin n'était pas seulement une coutume, c'était une stratégie de survie pour préserver le patrimoine, les terres, et se protéger d'un monde extérieur perçu comme hostile. C'était la logique implacable de la survie, une logique qui, pour les Garnier, a dérapé vers la folie en se heurtant au mur du tabou ultime. Cet isolement n'était pas seulement géographique,
Il était aussi social et moral, entretenu par une loi non écrite mais toute puissante, celle du silence. Le fameux « qu'en dira-t-on » a paralysé des générations entières, les poussant à dissimuler les drames, les hontes, les déviances. Il faut laver son linge sale en famille, un adage qui, dans la vallée, prenait une dimension tragique. L'autorité était incarnée par deux figures, le maire et le curé. Piliers de la communauté, ils savaient. Comment aurait-il pu l'ignorer? Mais intervenir, c'était créer un scandale, jeter l'opprobre sur une famille, et par extension, sur tout le village. Le code pénal français a beau avoir évolué pour punir plus sévèrement l'inceste, à l'époque des faits, sans plainte, sans témoin voulant parler, l'affaire restait dans le domaine du secret de Polichinelle. Un pacte tacite de non-intervention liait les habitants, le prêtre et l'édile, un voile de pudeur et de peur jeté sur l'insoutenable vérité des rochers gris. Le malaise s'est transformé en une quête fiévreuse. Pour Chloé, les registres de la mairie n'étaient plus suffisants. Ils contenaient les faits bruts, l'ossature du drame, mais pas sa chair, ni son âme tourmentée. La vérité se cachait ailleurs, dans les mémoires et les dossiers que l'administration locale avait préféré oublier. Sa prochaine étape la conduisit à la brigade de gendarmerie du chef-lieu, un bâtiment fonctionnel et sans âme qui contrastait violemment avec les chalets traditionnels environnants. Face à un adjudant-chef au visage impassible, elle reprit son rôle de chercheuse en histoire locale, un prétexte de plus en plus lourd à porter. Elle expliqua chercher des informations sur les hameaux abandonnés de la vallée pour une publication universitaire, s'intéressant particulièrement aux faits divers ou aux mains courantes qui auraient pu marquer la vie de ces communautés isolées. Le gendarme, poli mais méfiant, la scruta longuement. Les Rochers Gris, ce nom ne lui disait rien. Il lui expliqua que les archives de cette époque étaient pour la plupart versées aux archives départementales, à Chambéry. Cependant, il ajouta, presque à regret, pour ce genre d'histoire, les vieux papiers ne disent pas tout. Il faudrait parler aux anciens. Si tant est qu'il en reste qui veuillent bien parler. Le conseil du gendarme l'amena donc à Chambéry, au siège des archives départementales de la Savoie. Le lieu était un temple moderne dédié à la mémoire collective, un labyrinthe de salles de lecture silencieuses et de magasins de conservation à l'atmosphère contrôlée. Ici, la recherche de Chloé prit une autre dimension, plus méthodique, plus implacable. Pendant des jours, elle éplucha les recensements de population de la commune. Les listes nominatives, rédigées d'une écriture appliquée par des fonctionnaires anonymes, confirmèrent ce qu'elle redoutait. Le hameau des Rochers Gris n'abritait qu'une seule et même famille, les Garnier. Les recensements, effectués tous les 5 ans, étaient comme des photographies figées de la tragédie. On y voyait les mêmes noms se répéter, les liens de parenté se resserrer jusqu'à l'absurde. Chef de famille, Jean-Baptiste Garnier. Épouse, Madeleine Garnier, sa cousine. Enfants, Pierre, Joseph, Marie. 10 ans plus tard, Pierre était à son tour chef de famille, marié à une autre Garnier. Le hameau était un écosystème fermé, une île génétique dont les habitants étaient à la fois les gardiens et les prisonniers. Les plans cadastraux napoléoniens, qu'elle consulta ensuite, montraient que toutes les parcelles de terre, les maisons, les granges, appartenaient indivisément à la même lignée, un patrimoine qui était devenu une cage. Les archives lui avaient donné la structure, mais il lui manquait la vie, les voies. De retour dans la vallée, Chloé changea de stratégie. Elle abandonna les institutions pour se tourner vers la mémoire vivante, la plus fragile et la plus précieuse. Elle passa des heures au bar de la Poste, le cœur social du village, à écouter les conversations, à observer les habitués. Elle finit par engager la conversation avec le patron, un homme d'une 60aine d'années qui avait repris l'affaire de son père. Au début, ses questions sur les Rochers Gris furent accueillies par un silence gêné. « Ah, ça, c'est une vieille histoire. Personne ne va plus là-haut depuis des lustres, » répondit-il en essuyant un verre, le regard fuyant. Chloé insista doucement, sans brusquer, parlant de ses propres ancêtres savoyards, créant un lien ténu. Finalement, après un long silence, le patron soupira. « S'il y en a un qui se souvient, c'est Armand. Armand Dubois, l'ancien facteur. C'était le seul qui montait encore là-haut à la fin. Il doit avoir plus de 85 ans maintenant. Il vit dans la petite maison au bout du chemin des Géraniums. » Ce nom, Armand Dubois, sonnait comme une promesse, la clé qui pourrait enfin ouvrir la porte du silence. La maison d'Armand Dubois était modeste, un petit pavillon propre avec un jardin méticuleusement entretenu, même en hiver. L'homme qui lui ouvrit la porte était frêle, le dos voûté par les années, mais ses yeux bleus étaient encore vifs, pétillants d'une intelligence curieuse. Chloé se présenta, expliquant sa démarche avec une sincérité désarmante. D'abord sur la réserve, Armand l'écouta poliment, hochant la tête de temps à autre. Il ne semblait ni surpris, ni pressé de parler. Le mur de méfiance commença à se fissurer lorsque Chloé sortit de son sac la boîte en fer blanc et étala délicatement les photographies sépia sur la table de la cuisine. Le vieil homme se pencha, ses doigts tremblants effleurant à peine les visages du passé. Un long soupir s'échappa de sa poitrine. « Les Garnier », murmura-t-il, comme s'il prononçait le nom de fantômes longtemps tus. Je ne pensais plus jamais revoir ces visages. Pauvres gens. Il s'assit lourdement, le regard perdu dans les souvenirs que les images venaient de réveiller brutalement.
Le pacte du silence, qui avait tenu pendant plus de 50 ans, était sur le point d'être rompu. La voix d'Armand était basse, parfois hésitante, comme s'il devait extraire chaque mot d'un recoin douloureux de sa mémoire. Il raconta ses tournées de facteur dans les années 50 et 60. Monter au Rocher Gris était une épreuve, pas seulement à cause du chemin escarpé, mais à cause de l'atmosphère. C'était pas un hameau, c'était une forteresse de silence, dit-il. On ne vous disait pas bonjour. Les portes se fermaient sur votre passage. Les volets aussi. Il se souvenait du patriarche, Jean-Baptiste, un homme grand et sec qui le toisait du regard sans jamais prononcer un mot. Il décrivait les enfants, qu'il apercevait parfois, jouant dans la boue près du chalet. Ils n'étaient pas comme les autres. Ils avaient tous ce regard qui partait de travers. Ils ne parlaient presque pas, ils faisaient des petits cris, comme des animaux. Il confia à Chloé les rumeurs qui couraient dans la vallée, les messes basses à la sortie de l'église, les blagues cruelles au comptoir du bar. Tout le monde savait, le maire savait, le curé savait. On disait qu'ils se mariaient entre eux pour pas que les terres partent à des étrangers. On disait que c'était une punition de Dieu. Mais personne ne faisait rien. C'était leurs affaires, vous comprenez? On avait peur, aussi. Peur de leur folie. Le témoignage d'Armand, poignant et accablant, avait donné une âme au drame, mais il restait une parole, un souvenir. Pour Chloé, il fallait des preuves, des traces écrites de cette négligence collective. Forte des confidences de l'ancien facteur, elle se tourna vers l'institution qui aurait dû être en première ligne. L'aide sociale à l'enfance, l'ancienne DAS. Elle obtint un rendez-vous à l'antenne départementale, dans un bâtiment administratif moderne et impersonnel de Chambéry. Face à une cadre tirée à 4 épingles, elle exposa sa requête, enrobant la vérité dans son prétexte universitaire. La réponse fut polie, mais d'une fermeté glaciale. « Madame, les dossiers de l'aide sociale sont soumis au secret professionnel le plus strict. La loi nous interdit formellement de communiquer ces informations, surtout quand elles concernent des mineurs. De plus, les faits que vous évoquez sont très anciens, très probablement prescrits et les archives de cette époque ne sont plus consultables. » Chaque mot était un verrou de plus sur la porte du secret. La bureaucratie, avec sa rhétorique impeccable et ses règlements inattaquables, devenait le rempart moderne du silence d'autrefois. Éconduite mais pas abattue, Chloé tenta une autre piste, plus modeste mais potentiellement riche d'informations, l'école du village. Armand avait dit que les enfants Garnier y avaient été scolarisés, ne serait-ce que brièvement. Les registres d'appel, les observations des instituteurs, les rapports du médecin scolaire. Autant de documents qui pourraient témoigner de leur état physique et psychologique. Elle retourna au chef-lieu et se présenta à nouveau à la mairie, demandant l'accès aux archives de l'école communale, fermées depuis les années 80. Le secrétaire de mairie, le même homme qui lui avait donné accès à l'état civil, devint soudain beaucoup plus fuyant. Il prétendit d'abord qu'un dégât des eaux avait détruit une partie des archives dans les années 70. Devant l'insistance polie de Chloé, il finit par admettre que les registres existaient peut-être, mais qu'ils étaient entreposés dans un local inaccessible, quelque part au grenier, et qu'il n'avait ni le temps ni le personnel pour s'en occuper. Le ton n'était plus à la coopération. Chloé sentait qu'elle n'était plus une simple chercheuse curieuse, mais une menace qui venait réveiller des fantômes que la communauté préférait laisser dormir. La résistance des institutions était un mur bien plus solide que celui du chalet en ruine des Rochers Gris. Chloé comprenait maintenant que le silence n'était pas seulement une coutume locale ou une peur villageoise. Il avait été institutionnalisé, légitimé par la bureaucratie et les procédures administratives. L'État, qui n'avait pas su ou pas voulu voir le drame des Garnier à l'époque, organisait aujourd'hui méticuleusement son amnésie. En refusant l'accès au dossier, en déclarant les archives perdues ou inaccessibles, l'administration ne faisait que perpétuer le pacte de silence originel. Elle protégeait moins la vie privée des Garnier que sa propre image et sa propre histoire, faite de lacunes et de non-assistance. Pour Chloé, la quête de vérité prenait une nouvelle tournure. Puisque les portes officielles se fermaient, il lui faudrait trouver une autre entrée, une brèche dans la forteresse du secret. Une source qui n'obéirait pas aux lois du silence administratif, une voix qui aurait eu la force ou le désespoir de consigner par écrit l'insoutenable vérité. Cette impasse la poussa vers une nouvelle forme de recherche, plus académique, plus distanciée. Si les archives locales étaient muettes, peut-être que des travaux universitaires, des thèses de sociologie ou d'histoire rurale, pourraient éclairer le contexte. Dans la solitude de son appartement loué pour l'occasion, éclairé par la lueur bleue de son ordinateur portable, Chloé plongea dans les bases de données des bibliothèques universitaires. Elle chercha des mots-clés, endogamie Savoie, isolement social Alpes, communauté montagnarde autarcie. C'est ainsi qu'elle tomba sur le nom d'Hélène Martel, une socio-historienne rattachée à l'école des hautes études en sciences sociales, EHESS, auteure d'un ouvrage de référence intitulé « La France du silence, sociologie des communautés closes du 19e au 20e siècle ». Le livre analysait précisément ces microcosmes ruraux où le secret et la pression sociale avaient permis des déviances systémiques. Sans hésiter, Chloé rédigea un email long et détaillé, joignant des copies anonymisées des actes de mariage des Garnier,
espérant que l'experte accepterait de lui consacrer un peu de son temps. La réponse d'Hélène Martel arriva moins de 24 heures plus tard. Intriguée, elle proposa un entretien en visioconférence. Face à son écran, Chloé vit apparaître le visage d'une femme d'une soixantaine d'années, au regard vif et à la parole précise. Chloé raconta tout. La découverte du chalet, les photos, les archives, le témoignage d'Armand, les portes closes de l'administration. Hélène Martel écouta sans l'interrompre, hochant la tête, son expression passant de l'intérêt professionnel à une gravité certaine. Ce que vous décrivez, mademoiselle Lambert, est un cas d'école, tragiquement pur, expliqua-t-elle. L'isolement géographique crée une endogamie de fait, qui devient une endogamie de droit par la force de la tradition et de la méfiance. Le patrimoine devient une prison. La communauté, pour se protéger de la honte, génère un silence collectif si puissant qu'il contamine jusqu'aux institutions. Les Garnier ne sont pas un monstre unique. Ils sont le symptôme extrême d'une maladie sociale qui a rongé de nombreuses vallées oubliées du Massif central, des Pyrénées ou des Alpes. L'experte lui donna une piste cruciale. Les archives administratives sont verrouillées, mais la vérité biologique, elle, ne ment jamais. Les photos que vous décrivez, ce strabisme systématique, c'est très similaire. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est la signature visible de la consanguinité. Vous devriez consulter un généticien. Montrez-lui l'arbre généalogique que vous avez reconstitué. Il vous donnera une lecture scientifique, froide, mais irréfutable du drame. Suivant ce conseil, Chloé prit contact avec le service de génétique du CHU de Grenoble. Elle obtint un entretien avec le docteur Bernard Lemoine, un spécialiste des maladies rares. Devant l'arbre généalogique des Garnier, le médecin fut sans appel. C'est ce que nous appelons un « effet fondateur », couplé à une dérive génétique en circuit fermé, expliqua-t-il en dessinant des schémas sur un tableau blanc. Chaque mariage entre cousins concentre les probabilités de voir s'exprimer des gènes récessifs porteurs de pathologies. Le strabisme est un signe, mais il n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y a probablement eu des troubles cognitifs, des malformations cardiaques, une mortalité infantile élevée. Votre famille Garnier n'était pas « maudite ». Elle a été, génération après génération, la victime de sa propre biologie. Forte de cette double expertise, sociologique et médicale, Chloé décida de s'attaquer au silence médiatique. Elle passa plusieurs jours à la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble, à éplucher les archives du Dauphiné libéré et d'autres gazettes locales des années 1930 aux années 1970. Elle chercha le nom Garnier, le lieu-dit Rocher Gris, ou toute mention d'un fait divers étrange dans ce secteur de la Maurienne. Le résultat fut un vide assourdissant. Des avalanches, des accidents de ski, des conflits de voisinage pour un droit de passage, des résultats sportifs. La vie de la vallée était consignée, mais de la tragédie des Garnier, il n'y avait pas la moindre trace. Pas une ligne. Le pacte du silence n'était pas seulement social et administratif, il avait aussi été journalistique. Le journal local, dont le correspondant était souvent le maître d'école ou le secrétaire de mairie, faisait partie intégrante de la communauté. Révéler un tel secret aurait été une trahison, une bombe jetée au cœur du village. L'absence d'article était, en soi, la preuve la plus accablante du secret partagé. La quête de Chloé semblait toucher à sa fin, dessinant les contours d'une tragédie comprise mais désincarnée. Elle avait les faits, le contexte, l'explication scientifique, et la preuve du silence collectif. Mais il lui manquait l'essentiel, la voix des victimes. Leurs émotions, leurs souffrances, leur conscience ou leur résignation face à leur destin. Les experts et les archives avaient parlé pour eux, mais comment les Garnier avaient-ils vécu leurs conditions de l'intérieur ? Cette question la hantait. Elle repensa au chalet, à cette crypte de bois figée dans le temps. Avait-elle bien tout regardé ? Prise par l'urgence et le choc de la découverte, n'avait-elle pas manqué un détail, un indice plus personnel, moins officiel qu'une malle de vêtements ? Une nouvelle certitude s'imposa à elle. Il fallait y retourner. Retourner là-haut, non plus en chercheuse d'archives, mais en archéologue des âmes, pour tenter de déceler, dans la poussière et l'oubli, la parole qui lui manquait, le témoignage intime qui donnerait enfin un sens humain à l'horreur. Le retour au Rocher Gris se fait dans une atmosphère différente. La première fois, Chloé était une exploratrice tombant sur un mystère par hasard. Cette fois, elle est une enquêtrice avec une mission précise, trouver une trace intime, une confession, un testament. Le vent glacial et le silence oppressant ne sont plus de simples éléments de décor, ils sont les gardiens du secret qu'elle est venue percer. Elle ne regarde plus le chalet comme une ruine, mais comme une scène de crime figée par le temps. Son regard est plus affûté, plus méthodique. Elle ne se contente plus d'observer la poussière sur les meubles. Elle passe ses mains le long des murs en bois, sonde les planchers à la recherche d'une lame qui sonnerait creux, inspecte la cheminée à la recherche d'une brique décellée. Elle sait que ce qu'elle cherche n'est pas dans la malle, trop évidente. Un secret de cette nature, une parole si dangereuse, aurait été caché avec un soin infini, dans un recoin que seul celui ou celle qui l'a déposé pouvait connaître. Sa persévérance finit par payer. Dans la petite alcôve qui servait de chambre à coucher, sous le cadre délabré du lit, une lame de parquet bouge anormalement sous la pression de son pied.
S'agenouillant, le cœur battant, elle utilise la pointe de son couteau multifonction pour la soulever. Le bois gémit une dernière fois avant de céder. En dessous, dans une petite cavité creusée à même la terre battue, enveloppé dans un morceau de toile cirée pour le protéger de l'humidité, se trouve un objet. Ce n'est pas une autre boîte en métal, mais un simple cahier d'écolier à la couverture cartonnée, bleu passé. Avec une précaution infinie, comme si elle manipulait une relique sainte, Chloé le sort de sa cachette. Elle le dépoussière doucement. Sur la couverture, une étiquette jaunie sur laquelle un nom est calligraphié d'une écriture encore enfantine mais soignée, Élise Garnier. C'était l'un des derniers noms qu'elle avait vus sur les registres, l'une des dernières nées au hameau. Elle l'ouvre. Les pages sont couvertes d'une écriture fine, appliquée, qui se resserre ou s'emballe au fil des émotions. Ce n'est plus un acte d'état civil ou un rapport médical, c'est une âme qui se livre. Assise sur le plancher glacé du chalet, dans le faisceau solitaire de sa lampe torche, Chloé commence sa lecture. Le journal d'Élise, tenu entre 1960 et 1965, de ses 15 à ses 20 ans, est une déflagration. C'est la voix qui manquait à la tragédie. Page après page, Élise décrit avec une lucidité terrifiante la conscience de sa propre condition. Le « mal », comme elle l'appelle, n'est pas une fatalité divine, mais une prison construite par l'orgueil et la peur de ses aînés. Elle parle de ses frères et sœurs, de leurs corps fragiles, de leurs esprits parfois absents, de la honte qui suinte des murs du chalet. Mais surtout, elle parle d'elle. Elle y décrit son amour interdit pour un garçon du village d'en bas, Julien, le fils du menuisier, qu'elle rencontrait en secret lors de ses rares descentes pour vendre quelques fromages. Les dernières pages ne sont plus une lamentation, mais un plan. Un projet d'évasion méticuleux et désespéré. La tragédie des Garnier n'est plus seulement l'histoire d'une lignée passivement maudite. C'est désormais l'histoire d'Élise, la rebelle, la première à avoir nommé l'horreur et à avoir tenté de briser le cercle de fer. Le journal d'Élise était une bombe à retardement, un artefact d'une souffrance si pure qu'il rendait le silence complice des institutions encore plus assourdissant. Chloé referma le cahier avec une infinie précaution, le serrant contre sa poitrine comme pour protéger la mémoire de cette jeune fille qu'elle n'avait jamais connue. La colère avait remplacé le malaise. Une colère froide, lucide. Elle comprenait maintenant que sa quête ne pouvait plus rester personnelle. Les portes closes de l'administration, les archives égarées, les fins de non-recevoir polis n'étaient pas de simples obstacles bureaucratiques. C'étaient les briques d'un mur érigé pour protéger une culpabilité collective, pour ensevelir la honte d'une société qui avait choisi de ne pas voir, de ne pas entendre. Puisque les voix officielles refusaient de parler, elle allait en faire hurler une autre, celle qui ne pouvait être ignorée. La vérité des Garnier ne méritait pas de finir dans une thèse universitaire obscure. Elle devait éclater sur la place publique, comme un coup de tonnerre dans le ciel serein de l'amnésie générale. Sa décision prise, Chloé passa les 2 jours suivants à préparer minutieusement son offensive. Elle ne voulait pas d'un article sensationnaliste dans un tabloïd, mais d'une enquête de fond, rigoureuse et irréfutable. Son choix se porta sur Antoine Keller, un grand reporter du journal astérisque Le Monde, réputé pour ses enquêtes au long cours sur les zones grises de la société française, ses territoires et ses histoires que l'actualité délaisse. Dans un long courriel, elle lui exposa l'intégralité de son parcours, joignant des copies numérisées de chaque document clé, les actes de mariage consanguin, l'arbre généalogique validé par le généticien, les notes de son entretien avec Armand Dubois, et enfin, quelques pages du journal d'Élise, anonymisées mais dont la puissance émotionnelle était intacte. Elle conclut son message par une phrase simple, « Ce silence a assez duré. L'histoire des Garnier n'est pas un fait divers, c'est le symptôme d'une France qui a préféré s'oublier elle-même. » La réponse de Keller arriva le lendemain matin. 3 mots, « J'arrive », ne parlait à personne d'autre. Antoine Keller était un homme d'une 50aine d'années, dont le regard fatigué avait vu trop d'horreur pour être encore choqué, mais pas assez pour devenir cynique. Il passa 3 jours dans la vallée avec Chloé, reprenant chaque étape de l'enquête avec une rigueur de légiste. Il écouta le récit d'Armand Dubois, qui, se sentant validé par la présence d'un journaliste du Astérisque Monde, livra des détails encore plus accablants. Il se heurta lui-même aux portes closes de la mairie et de l'aide sociale, obtenant la confirmation directe de l'omerta institutionnelle. Le soir, dans l'appartement de Chloé, ils relisaient ensemble le journal d'Élise, la voix du journaliste se brisant parfois en lisant les mots de l'adolescente. Une semaine plus tard, l'article parut en une du journal, sous un titre qui glaça le sang de la France entière. Les reclus de la Maurienne, enquête sur la lignée oubliée du silence et de l'inceste. L'article, un dossier de 6 pages, n'était pas seulement un récit, c'était un réquisitoire. Il ne se contentait pas d'exposer les faits, il disséquait le mécanisme du secret, la faillite des autorités et la solitude absolue d'une famille prisonnière de sa propre chair. L'effet fut celui d'une déflagration. Le standard du journal fut saturé d'appels. L'histoire fut immédiatement reprise par toutes les chaînes d'information en continu, les radios nationales, et devint le sujet le plus discuté sur les réseaux sociaux. Dans la vallée, ce fut un séisme. Les habitants, partagés entre la honte, la colère d'être ainsi exposés et une forme de soulagement coupable, se barricadaient chez eux.
Le maire, assailli par les journalistes venus de toute la France, fut contraint de lire une déclaration confuse, parlant d'une vieille histoire sortie de son contexte. Les services départementaux, hier si prompts à invoquer le secret professionnel, annoncèrent l'ouverture d'une mission d'inspection administrative pour faire la lumière sur d'éventuels manquements passés. Le mur du silence, qui avait résisté pendant plus d'un demi-siècle, venait de s'effondrer avec une violence inouïe. Et au milieu des décombres, une question émergeait, reprise en boucle par les médias. Qu'est-il advenu d'Élise Garnier, la seule qui a tenté de s'échapper? Est-elle seulement encore en vie? La déferlante médiatique provoqua une fissure inattendue dans la citadelle administrative. Anonymement, une assistante sociale à la retraite, bouleversée par l'article du Monde Astérisque et les extraits du journal d'Élise, contacta le journaliste Antoine Keller. Elle lui livra l'information capitale, la pièce manquante du puzzle. En 1965, un rapport de la gendarmerie faisait état d'une adolescente retrouvée errant sur une route nationale, à des dizaines de kilomètres de la vallée, en état d'hypothermie et de malnutrition. Elle ne parlait presque pas, mais elle avait fini par donner un nom, Élise Garnier. Prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, elle avait été placée dans un foyer puis dans une famille d'accueil loin de la Savoie, avant de disparaître des registres à sa majorité, sous un nouveau nom. La source fournit ce nom et une dernière adresse connue, 20 ans plus tôt, dans les Pyrénées-Orientales. Pour Chloé, ce n'était plus une quête historique. C'était la recherche d'une survivante. Chloé fit le voyage seule, traversant la France du nord au sud, laissant derrière elle les sommets enneigés pour la lumière crue et les cyprès de la côte méditerranéenne. Le contraste était saisissant, comme un passage de l'enfer blanc à un semblant de vie. Elle trouva l'adresse dans un petit village près de Perpignan, une maison modeste, un pavillon aux volets bleus avec un jardin fleuri, soigné avec amour. Une vie reconstruite, loin du chaos des rochers gris. Le cœur battant, elle sonna. Une femme âgée, aux cheveux blancs et au visage creusé de rides, lui ouvrit. Ses yeux, d'un bleu délavé par le temps, fixèrent Chloé. Il n'y avait plus de strabisme, mais Chloé reconnut cette intensité, cette lueur de défi qu'elle avait sentie en lisant le journal. Sans préambule, avec une douceur infinie, elle murmura « Je m'appelle Chloé Lambert. J'ai retrouvé votre cahier, au rocher gris. » Le visage de la vieille dame se brisa. Une larme, une seule, coula lentement sur sa joue. Elle ne dit rien, mais s'écarta pour la laisser entrer. Le silence qui s'installa n'était plus celui du secret, mais celui des retrouvailles impossibles avec un passé qu'elle croyait à jamais enseveli. Assise dans la pénombre d'un salon simple, nous n'entendons que la voix d'Élise, fragile mais ferme, tandis que la caméra la filme de dos, avec une pudeur respectueuse. Elle raconte la fuite, une nuit d'hiver, avec pour seul bagage le pain volé la veille. Les jours de marche dans le froid, la peur au ventre d'être rattrapée par son père ou ses oncles. Elle confirme la folie de son grand-père, Jean-Baptiste, un homme brisé par la perte de ses terres au profit d'un étranger, du village d'en bas, qui avait juré que plus jamais un Garnier ne se mêlerait au monde extérieur. Elle parle de ses frères et sœurs, morts en bas âge, de leurs corps enterrés sans prière derrière le chalet. Elle décrit la honte, la douleur, et cette opération chirurgicale, à 20 ans, pour corriger ses yeux, un acte symbolique pour briser physiquement la malédiction. Elle n'a jamais eu d'enfant, terrifiée à l'idée de transmettre le mal. Sa vie n'a pas été une vie de bonheur, mais de survie. Son témoignage n'est pas un appel à la vengeance, mais le testament digne et terrible de la seule à s'être échappée de l'enfer. Le témoignage d'Élise, intégralement retranscrit dans l'article d'Antoine Keller, agit comme un électrochoc à l'échelle nationale. L'affaire des Garnier dépasse très vite le simple fait divers pour devenir un cas de société, un miroir insoutenable tendu à la France contemporaine. Le drame n'est plus perçu comme une anomalie monstrueuse et lointaine, mais comme le symptôme d'un mal plus profond. Celui des territoires oubliés, de la défaillance des services publics en milieu rural, et de la persistance de tabous que l'on croyait d'un autre âge. Sur les plateaux de télévision et les ondes radio, sociologues, historiens et responsables politiques sont sommés de s'expliquer. Comment une telle situation a-t-elle pu perdurer jusqu'à la fin des 30 Glorieuses? Le nom des Garnier, murmuré avec effroi dans la vallée, est désormais prononcé sur toutes les lèvres, devenant le symbole de cette France du silence qui, sous le vernis de la modernité, n'a jamais totalement disparu. La honte, si longtemps contenue entre les murs du hameau maudit, s'est échappée pour devenir celle d'un pays tout entier. Face au scandale et à l'émotion collective, les conséquences concrètes ne se font pas attendre. Dans la vallée de la Maurienne, une association de citoyens, menée par des nouveaux habitants et des jeunes de la région, se constitue pour que les rochers gris ne retombent pas dans l'anonymat. Après des débats passionnés, la décision est prise de ne pas raser les ruines, mais de les sanctuariser. Une simple plaque de bronze est scellée sur le mur du chalet principal, financée par une souscription publique. À la mémoire des enfants oubliés des rochers gris, et à Élise, la survivante qui a brisé le silence. Au niveau national, l'affaire remonte jusqu'à l'Assemblée. Quelques mois plus tard, une loi est votée. Surnommée la « loi Élise », elle renforce l'obligation de signalement pour tous les professionnels, enseignants, médecins, facteurs,
en contact avec des populations isolées et crée une cellule d'alerte interministérielle dédiée aux violences intrafamiliales en milieu clos. Le drame des Garnier, par sa révélation tardive, a forcé la République à tisser un nouveau filet de sécurité là où il n'y avait que le vide. Le bruit assourdissant du scandale a fini par s'estomper, laissant place à une vérité plus silencieuse et plus profonde. La loi peut protéger, les journaux peuvent révéler, mais la mémoire de la souffrance, elle, demeure. Dans son jardin du sud de la France, loin du froid et des fantômes de la Maurienne, Élise continue de vivre, entourée de la lumière et des fleurs qu'elle cultive avec une patience infinie. Elle n'a jamais voulu retourner dans la vallée, ni revoir les visages de son passé. Sa reconstruction a été sa seule réponse, son silence choisit son ultime victoire. L'histoire des Garnier est une cicatrice dans le paysage français, le rappel que derrière les plus beaux décors peuvent se cacher les plus sombres tragédies humaines. Si cette histoire vous a touché et que vous pensez que ces récits doivent être connus pour ne jamais se reproduire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Et si vous souhaitez poursuivre la réflexion, nous vous invitons à regarder dès maintenant notre documentaire sur l'affaire des reclus de Montflanquin. Une histoire différente, mais dont les échos sur l'isolement et la manipulation vous sembleront terriblement familiers.